Alors, notre ami, c'est Christian Mayandi. Il est donc, je vous rappelle, il est fédéraliste, panafricaniste, gabonais. Il vient donc, citoyen gabonais, toujours de l'Afrique centrale, c'est un Bantou. Il est historien de formation. Il va nous faire un exposé sur du fédéralisme à la propriété foncière, les enjeux économiques. On va écouter maintenant, il y en a pour une vingtaine de minutes à peu près. Ouais. J'espère. Et après on passera à la série des questions comme on l'a fait pour la précédente intervention. Donc merci d'être arrivé, d'être venu assister à cet exposé. Vous parlez un peu plus fort. Je suis détéiste, je suis gabonais du courant politique détéiste, destitution, transition, élection. Donc notre premier objectif c'est de destituer, qui vous savez. Bon, en tant qu'historien, je suis spécialisé dans l'expansion capitaliste en Afrique noire, notamment sur les transformations qui se sont produites. Ça m'a amené en fait à me dire, mais en fait, pourquoi les Africains sont pauvres? Pourquoi les Africains sont pauvres depuis que le capitalisme s'est installé? Est-ce à cause du capitalisme en tant que système? Il se trouve que dans mon analyse, dans mes recherches, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le capitalisme en tant que système qui est en cause, mais juste des dispositions juridiques prises par le ministère des colonies au début de la pacification, qui ont fait en sorte que nous soyons pauvres. Cette disposition consistait à retirer aux indigènes ce qu'on appelle le droit de propriété, que la conférence de Berlin reconnaissait aux populations autochtones. Ce qui était mis en cause, c'était le droit de souveraineté, mais le droit de propriété permettait normalement aux autochtones de faire du commerce avec les marchands européens. Voilà. On n'aurait pas pu faire du commerce si on ne disposait pas de ce droit. Mais une fois que cette disposition a été prise, je suis sûr que vous allez regarder dans vos... Si vous faites un peu quelques recherches, vous allez vous rendre compte que dans les statistiques, il y a la notion de coupeur de bois. D'accord? Coupeur de bois. Là, à côté de coupeur de bois pour les indigènes, il y a exploitant forestier pour les Occidentaux, les Européens. Ce terme signifiait que les autochtones ne pouvaient pas officiellement vendre leur bois et à plus forte raison au prix du marché. Ils étaient obligés de rétrocéder le bois aux exploitants. Voilà. Et ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a une spoliation, une dépossession du droit foncier, du droit sur la terre. Hein? Nous avions en fait ce droit au moment où les Européens s'installent, au moment où la colonie s'installe. Vous allez vous rendre compte que c'est ce qui fait la grosse différence entre les pays anglophones et les pays francophones. Dans les pays anglophones, ils ont pu utiliser ce droit. Ils ont pu continuer à utiliser ce droit. Et dans les pays francophones, ça n'a pas été le cas, surtout en Afrique. Quelle est la conséquence économique? Bon, j'avais une question à vous poser. Attendez un instant. J'avais une question à vous poser. Bon, j'ai identifié 12 départements au Congo, mais j'ai identifié aussi des subdivisions pour 4 autres pays. Mais pour ce qui concerne le Congo, je crois savoir qu'il y en a 12. J'aimerais que vous puissiez prendre un bout de papier, si vous le permettez. Vous prenez un bout de papier. Je souhaite que vous me disiez
de quel département vous avez, à quel appartement? Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. À quel département vous appartenez? Une fois que vous l'avez mentionné sur le papier, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les productions de votre département. D'accord? Comment se répartit la richesse dans votre département? Quels sont les besoins de consommation? Comment on procède à l'accumulation financière dans votre département? Voilà. Je vous laisse la possibilité. Soit j'attends 2 minutes et après chacun... Continue. C'est un devoir d'État. Bon, Non, je continue alors. Dites-moi, je savais très bien, j'ai un peu anticipé la réaction. Dites-moi pour quelle raison vous avez cette difficulté ou cette hésitation à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous savez quel est le patrimoine de votre département, comment est-ce qu'il s'exploite? Est-ce que vous êtes capable de le mesurer aujourd'hui? Non. Non. Voilà. Franchement, Non. Franchement, non. Mais c'est le point de départ. Hein? on a Il n'y a pas de fédéralisme. Il n'y a pas de fédéralisme si vous-même vous n'êtes pas conscient de la propriété du patrimoine, de votre patrimoine. Parce que le principe du fédéralisme, au-delà des explications que David a données, sur lesquelles je ne reviens pas, j'ai même failli hésiter à... Voilà, il a été vraiment très, très détaillant. Mais je viens sur le principe. Le principe du fédéralisme, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus l'État qui soit le propriétaire des matières premières, du reste, notamment du sol ou du sous-sol. Non. Ce sont les citoyens qui doivent l'être. Ce sont les citoyens qui doivent posséder le sol, qui doivent posséder le sous-sol. Ce sont eux, quelqu'un posait la question tout à l'heure à propos du financement, mais ce sont eux qui encaissent l'argent. Si le pétrole, moi j'ai le pétrole qui est chez moi là-bas, dans mon terrain ancestral, normalement c'est moi qui devrais encaisser l'argent de l'exploitation de ce pétrole. Et ensuite, l'État local, si nous étions dans un système fédéral, l'État fédéré devrait, le système fiscal devrait faire en sorte que l'État fédéré, en fait c'est le principe du consentement à l'impôt, je paye l'impôt à l'État fédéré, et l'État fédéré rétrocède une partie à l'État fédéral pour son fonctionnement relatif aux questions régaliennes. Hein? C'est comme ça que je le vois. Hein? Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait que quand on veut installer un système politique, il faut tenir compte de son environnement économique. Nous sommes dans quel environnement économique? Est-ce que nous sommes dans un environnement socialiste, auquel cas tout est géré un peu par des institutions collectives ou pardonnez-moi le titre, le nom, ou bien nous sommes dans un environnement capitaliste, et j'ai le sentiment que même vous qui avez testé le socialisme, vous avez fini par voir les limites. Ça s'est terminé par un assassinat, que vous connaissez. plusieurs. Hein? Et je parle d'abord de... Oui, plusieurs avant ou après. Mais moi, je me souviens surtout quand j'étais au C1, du commandant. Malheureusement, même son mari, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, l'expérience du Congo montre qu'en fait, tout cet environnement, toute la zone du golfe de Guinée, en fait, et à partir de l'instant où vous acceptez qu'une compagnie pétrolière occidentale, capitaliste, vient s'installer chez vous pour exploiter, à partir de l'instant où vous signez des contrats avec eux,
c'est difficile, il est difficile que le système socialiste puisse se maintenir. Parce que l'autre impose un mécanisme auquel il va falloir se soumettre, à un moment ou à un autre. Je pense que c'est ce qui s'est passé chez vous, et vous avez été une exception, parce que moi j'ai choisi 4 pays. J'ai choisi 4 pays. J'ai choisi le Nigeria, qui est un pays fédéral. J'ai choisi le Congo, qui a la même dimension que le Nigeria. RDC, qui a la même dimension que le Nigeria, on peut dire en taille et pratiquement en population, sauf qu'il est dirigé, il a été dirigé par un État unitaire, avec un système centralisé. À côté de ça, j'ai choisi le Congo-Brazzaville, qui a connu donc cette expérience socialiste, et le Gabon, son voisin, qui a choisi, j'appelle cela le capitalisme d'État. Et finalement, le Congo et le Gabon se sont retrouvés dans le même capitalisme d'État, dont la première conséquence, dont le facteur majeur, le point commun, c'est que c'est l'État qui est propriétaire de tout. C'est la situation que nous vivons. C'est le véritable propriétaire. Non, c'est qui se veut propriétaire. En droit aujourd'hui, c'est l'État qui est propriétaire. Il n'est pas simplement souverain, mais il est propriétaire. On peut accepter qu'il ait des droits sur les puits de pétrole offshore. Ça, c'est le domaine public. Mais sur le territoire congolais, ce sont les populations de la zone qui devraient être des ayants droit. Mais ce n'est pas le cas. Donc j'ai choisi donc le Nigeria, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Dans les 4 cas, on se rend compte que les populations sont en majorité, j'appelle ça des variables d'ajustement économique. Ce ne sont pas des facteurs de production, ce ne sont pas eux qui possèdent les outils de production. Or, au niveau du capitalisme, vous pouvez regarder ici, en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui s'enrichit le plus vite et le plus haut. Ce ne sont pas les salariés. Les salariés s'enrichissent comme ça. Oui. Les détenteurs des capitaux s'enrichissent comme ça. Ils ont des petites courbes, mais ils s'enrichissent comme ça. Donc si nous, un jour, on veut être capable de sortir de la pauvreté, le fédéralisme et la maîtrise de la propriété foncière doivent nous permettre d'être désormais les négociateurs. Même si nous ne sommes pas les exploitants, mais ça peut venir progressivement, mais nous devons être les interlocuteurs. Quand je dis nous, je parle du citoyen. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays? Au Congo, au Gabon. Dernièrement, lorsque Total a changé lorsque Elf a changé de nom pour devenir Total, ils avaient publié un petit livre qui expliquait un peu comment ils faisaient pour avoir les contrats, notamment avec Omar Bongo. Ils expliquaient que la première chose qu'ils font pour obtenir des contrats, ils vont d'abord voir la personne la plus haut placée. Ils le flattent, le mettent à l'aise, il lui faut des promesses. Celui-là commence à signer. Une fois qu'il a signé, il part à la table de négociation avec les subalternes, la chaîne des subalternes. Mais puisque l'autorité supérieure a signé, que font les autres? Ils s'alignent. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu un oncle qui était douanier, qui a été un haut fonctionnaire
qui est passé un jour chez moi, et puis je lui ai montré le livre, j'ai discuté un peu avec lui. Ce jour-là, il a fini par me l'avouer. Généralement, ce sont des choses qu'ils ne disent pas. Et nous, on a toujours cru que si tel reste fidèle à Bongo ou à Sassou, c'est parce qu'il boit l'eau des pieds de Sassou. Non. Ils sont simplement complices d'intérêt. Mais, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, de peur d'être exposés peut-être à notre colère. Parce que si nous, on sait qu'ils nous trahissent à ce point, qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire? Bon, après avoir fait ce constat général, j'espère que vous me suivez. Tout à l'heure, je vous ai posé des questions parce que je me suis rendu compte que nous faisons de la politique depuis des années. Mais en réalité, nous ne nous intéressons pas à nos intérêts. Ici, qui connaît ce que c'est que le tableau d'ensemble économique. Et dans ce tableau, il y a la partie du compte de production, il y a une partie qui concerne la répartition des richesses. Qui connaît cette logique? Qui s'intéresse à cette logique? Mais on ne peut plus continuer à faire de la politique sans s'intéresser aux gens. À plus forte raison même dans la plus petite échelle qu'est la commune ou le département, pour ce qui concerne le Congo, la province, pour ce qui concerne la RDC, les États locaux ou fédérés, pour ce qui concerne le Nigeria, ou la province, le département, pour ce qui concerne le Gabon. On ne peut pas. Il faut qu'on s'intéresse à ça. Et la raison qui fait en sorte que le fédéralisme soit une solution essentielle, c'est le fait que, avec le fédéralisme, quelqu'un comme Sassou, comme Bongo, n'est plus monarque. C'est terminé. Parce que l'argent ne vient plus de sa poche. Ce n'est pas simplement un problème institutionnel. C'est d'abord qui détient l'argent, qui tient l'argent, qui paye l'autre. Chez nous, on dit que la main qui donne est toujours plus basse, est toujours plus haute que celle qui reçoit. Donc aujourd'hui, tant que l'argent commence d'abord par passer par Sassou, avant de tomber dans nos poches, lorsqu'il veut bien qu'elle tombe, on est toujours dans la même situation. Donc l'intérêt du fédéralisme, c'est de renverser, comme il a dit tout à l'heure, c'est de renverser la situation de telle sorte que désormais, l'argent qui tombe, lorsqu'on se fait payer par les Occidentaux pour exploiter le pétrole, pour vendre le bois, pour creuser les diamants, comme en RDC, mais il faut que cet argent commence d'abord, je parle bien en fait c'est au nom du capital. Il faut que ce capital, il faut que le revenu du capital revienne d'abord aux populations, aux propriétaires. Le droit, c'est pas parce qu'ils ont travaillé, non. Vous êtes assis chez vous. Il faut que celui qui vient exploiter, si ce n'est pas vous-même qui achetez le matériel pour exploiter, mais il faut que la personne qui vient exploiter, c'est vous qui lui donnez le droit. Et quand il a fini de travailler, il vient vous remettre ça, la part contractuelle. Et si je vous le dis aujourd'hui, ce ne sont pas des élucubrations. Je parle de situations réelles qui ont existé. Il se trouve que aujourd'hui ça s'appelle Areva. Avant ça s'appelait Framatome Kojima. Quand Kojima vient à Mounana, dans le sud du Gabon, on lui fait tellement de faveurs, le président a tout signé, il se comporte comme un nabab. En fait, il fait c'est lui qui nous fait des aumônes, on peut dire ça comme ça. Mais le même Kojima va en Australie, État fédéral, soi-disant dit, qui a accordé aux aborigènes des droits.
des droits. Vous savez, quand le principe des réserves, c'est en fait, vous connaissez le système des réserves, comme aux États-Unis. En fait, c'est des droits de propriété qui sont accordés collectivement à ces populations. On leur dit, vous restez là. Au départ, c'était pour les comprimés, les confinés. Mais aujourd'hui, ils ont su trouver la façon d'exploiter ce droit à leur faveur. Alors, Cogema arrive en Australie. Il sait qu'il y a de l'uranium à exploiter là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme au Gabon ou comme au Niger. Il va voir les dirigeants fédéraux, centraux. Il leur dit, bon, moi je vais exploiter. Ok, où est-ce que vous voulez? Oh, on va aller exploiter à tel endroit. Ah bon? Il commence à signer les papiers, les accords d'État et tout ce qui donne l'autorité. Et puis à un moment donné, Cogema croit que tout est terminé. Il veut aller sur le terrain. Quand il arrive sur le terrain, bon, les aborigènes ne savent pas lire ou écrire, ne savaient pas lire ou écrire. Par contre, il y a des avocats qui se portent devant eux et qui disent à Cogema que vous n'avez pas le droit d'exploiter dans cette réserve. C'est une propriété qui revient aux aborigènes. Imaginez, à l'époque, les aborigènes en question étaient à peine alphabétisés et ils passaient beaucoup de temps à consommer de l'alcool et tout. Donc, ils n'y comprenaient rien. Mais les avocats ont décidé, c'est ce qui est intéressant dans les pays anglo-saxons, c'est possible de négocier, un avocat peut se positionner et puis accepter d'être payé en pourcentage ou autre. Donc, les avocats se sont positionnés en faveur des aborigènes et ils ont gagné. Parce que quand Cogema repart voir l'État fédéral en lui disant, mais on a signé, comment ça se fait qu'on soit allé dégager, allez nous débarrasser de ces personnes puisqu'on a signé. L'État fédéral leur dit non. Vous avez signé avec moi, État fédéral. Mais les véritables propriétaires, il faut relire le droit australien. Les propriétaires, ce sont ces personnes. Si elles ne vous concèdent pas le droit, nous on vous a concédé le droit de mettre en place votre activité sur le territoire. Mais quand tu as accédé à ces terres, vous êtes obligé d'aller discuter avec eux. Sinon, vous ne pouvez pas développer votre activité. Donc, du jour au lendemain, on a eu des personnes qui étaient débonnaires, ça, ce sont des informations que vous pouvez trouver à la documentation française, ou bien au laboratoire d'anthropologie juridique, ou à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc, du jour au lendemain, on a eu des personnes qui étaient plus pauvres que nous, mais qui, du jour au lendemain, ont pu bénéficier de l'argent nécessaire pour pouvoir d'abord améliorer leurs conditions de vie. Ceux qui ont voulu peut-être se financer des études ou financer les études de leurs enfants l'ont fait. Voilà. Chacun s'est débrouillé comme il pouvait. Bon, normalement, je devais vous faire défiler des choses, mais j'ai préféré évoluer un peu comme ça. Je vais vous donner juste en appui un peu quelques points. Silence de mot. Non, silence d'écoute. D'accord. Ok. Je vais vous donner quelques points qui devraient vous permettre d'organiser vos recherches si jamais vous le souhaitez. Voilà. Bon, normalement, vous voyez ici, ça c'est la manière dont
vous pouvez retrouver ça. C'est la manière dont la situation économique de nos pays sont présentées. Hein? Quand vous prenez... c'est une fiche pays, ça. C'est une fiche pays. Bon, pour les 4 pays, c'est une fiche pays. Économie du Gabon, économie du Congo, du Nigeria. Bon, quand vous regardez la structure, hein, sans insister sur les chiffres, vous regardez la structure, là, ces informations. Si vous les lisez, en fait, à quoi vous servent-elles? Est-ce qu'il vous est arrivé comme ça de les lire et puis à un moment donné de dire mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Ces informations, elles ne vous sont pas destinées. Elles sont destinées aux promoteurs d'investissement direct étrangers ou aux bailleurs de fonds internationaux, mais pas à vous. Dès que vous regardez ça, vous dites, ou même moi, dès que je regarde ça, j'ai dit, ah, j'ai mal à la tête. Hein? On a tous le même réflexe. Au mieux, on est content de dire, oh, notre pays a un PIB important. On a toujours eu le même réflexe. On a un gros PIB. Mais au fait, on a un gros PIB, mais ça nous fait une belle jambe. Puisqu'on est tous obligés d'aller travailler à gauche ou à droite, des fois de quitter carrément le pays pour pouvoir subvenir à ses besoins. On se dit qu'on est riche, mais l'argent ne tombe pas dans nos poches. Comment faire en sorte que l'argent tombe? Comment se battre pour que l'argent tombe dans nos poches? Ça, ce sont des informations générales. Vous tapez fiche pays, hein? Soit le ministère du Commerce France vous les donne, ou vous pouvez aussi trouver ça dans les encyclopédies. Voilà. Là, on peut commencer à parler. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'on produit, comment ça se répartit, la distribution, la consommation, l'accumulation. Hein? Il faut se poser ces questions. Bon, le compte miroir, la consommation, l'accumulation en ressources, les exportations, c'est des informations à connaître. La production et les importations. Mais quand vous cherchez ces informations, il faut se poser la question, mais comment est-ce que nous y participons? Quel revenu nous en tirons? Même nous qui sommes ici dans la diaspora, en Europe, en quoi est-ce que nous participons soit aux importations du Congo, du Gabon, et en quoi est-ce que nous participons aux exportations de ces pays? Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire venir ici comme les Chinois ou les Pakistanais et qu'on puisse vendre. Ce sont des questions politiques. Elles ne sont pas simplement économiques générales, mais ce sont des questions de politique profonde, de défense d'intérêts dont nous devons nous poser, que nous devons nous poser. À ces questions-là, donc comment nous produisons, qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous exportons, qu'est-ce que nous importons, comment on accumule financièrement, comment est-ce qu'on accumule financièrement. Vous voyez que dans les deux cas, ce mot revient, l'accumulation financière. Comment est-ce qu'on s'organise? Quelle est notre stratégie financière? Ce sera peut-être l'objet d'une autre... Bon. Ici, en dehors de ça, je vous ai résumé ça. Mais en réalité, ça fait plus de pages, mais je me suis permis de les résumer. Ce sont des comptes ou des sous-comptes qu'il faut connaître. La production, consommation intermédiaire, les comptes d'exploitation, les comptes d'affectation, les comptes de distribution secondaire. Et chaque fois, il y a des soldes, valeur ajoutée, solde,
solde d'excédent d'exploitation, solde de revenus primaires, revenus disponibles, l'épargne. Mais vous pouvez mettre en place, on peut mettre en place toutes les institutions fédérales qu'on veut, ou rester dans ce système d'État unitaire. Si on ne maîtrise pas ces outils, on se perd. Et si aujourd'hui, M. Sassou ou M. Bongo, et même un démocrate, même, comment il s'appelle, le président de la RDC aujourd'hui, en principe, il a accédé démocratiquement. Mais une fois que la personne a accédé démocratiquement, tant qu'il est dans un système d'État unitaire, il devient monarque. Voilà. C'est comme aujourd'hui Macron en France. Il a la liberté de signer ou de ne pas signer. Mais alors que dans un système fédéral, c'est nous qui signons. Et c'est nous qui consentons donc par le consentement à l'époux, qui décidons quelle est la part que nous lui remettons. C'est-à-dire que nous votons doublement. Nous ne votons pas seulement le jour où on met le bulletin dans l'urne, mais nous votons toute la nuit. Parce que c'est nous qui décidons de mettre, de financer le fonctionnement de l'État fédéral par nos impôts. Et donc ces comptes, il faut les connaître. Distribution de revenus disponibles, compte d'utilisation du revenu, compte de capital. Ce compte-là, c'est le compte où on mesure l'accumulation de richesses. Hein? Voilà. Ça, c'est des détails que j'ai mis comme ça au cas où il fallait... bon, vous voyez, ici, vous avez la carte du Nigeria. Et ce qu'on observe, quand on compare, vous savez, les chiffres qu'on a vus plus haut, ce qu'on observe, c'est que le Nigeria est plus dynamique économiquement. Il est plus dynamique. La population a une plus grande capacité d'initiative. Mais en économie, la capacité d'initiative dépend de la maîtrise de l'outil, de la propriété de l'outil. Si vous n'avez pas de centime dans la poche, si vous n'êtes pas capable d'acheter votre ou on peut se réunir ici tous les jours. Mais si on n'est pas capable de produire, c'est zéro. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, surtout en Afrique francophone. Soit nous sommes des salariés, quand on a de la chance, soit on est là officiellement indépendant, ou bien on dit qu'on est dans l'informel, mais en fait, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Hein? Eux, ils ont réussi à se battre. Il y a 15 ou 20 ans, j'ai failli rentrer dans leur mouvement là, du Delta, là, qu'on appelle. Hein? Ceux qui défendaient... Oui, moi j'étais étonné, il y a 20 ans ou 25 ans, j'étais étonné. J'avais un collègue qui m'a demandé de venir un jour à l'église chez eux. Et puis quand j'arrive, je constate qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait l'église à côté, mais en fait, il y avait une réunion qui portait sur la défense de leurs intérêts. Ils considéraient que ce n'était pas normal qu'on exploite le pétrole dans le delta du Niger, à leurs dépens. Et ils se sont réunis. Et leur combat n'a pas seulement porté sur les actions qu'ils menaient avec les pirogues. Non. Pendant que certains étaient en train de harceler les sociétés comme Shell, d'autres allaient porter l'affaire dans les juridictions, auprès des juridictions anglaises ou hollandaises. Et il y a quelque temps, ils ont gagné. Leur droit a été reconnu. Ce sont des choses que nous ne faisons pas. Et nous devons peut-être nous organiser. Et ce sont ces choses qui font qu'ils ont cette capacité, qui font qu'ils ont... en fait, ils ont su développer une capacité d'initiative économique. Comparé à
Bon, la liste des États, vous pouvez les retrouver. Vous voyez là? Oui, ça c'est la République du Congo. Leur organisation, le Nigeria est 36 États, un territoire, un statut de territoire pour... voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'ici, comme David disait, il y a une autonomie. Le gouverneur prend des décisions sans attendre que le président de la République du Nigeria lui dise quoi faire. C'est ça la force des États fédéraux. Comparativement, on a la République du Congo, démocratique. On a nommé des gouverneurs. Mais est-ce que ces gouverneurs-là ont le même... au Congo, c'est des provinces. Il y a des territoires. Il y a les communes dont il a parlé, les cités. Non, les cités ont été supprimées. Ils ont maintenant juste la ville-province de Kinshasa, plus les 25 autres provinces divisées en villes et territoires. Mais est-ce que ces personnes ont la même... Est-ce que ces responsables ont la même autonomie que le gouverneur du Nigeria, les autorités du Nigeria, les autorités territoriales du Nigeria? Là encore, on est en République démocratique du Congo, où il y a tous les jours des conflits. Bon, l'État central arrive à gérer peut-être Kinshasa et puis les abords, mais on sait que toutes les frontières là-bas sont soumises à des forces centrifugales poreuses. Que dire? Bon, là, ils ont un gouverneur, un bourgmestre, un administrateur du territoire, un maire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bon. Voilà leur organisation. Là, on est toujours dans la province. J'ai presque fini. Hein. Voilà. Là, que dire du Congo, qui est divisé en 12 départements? Quelles sont les attributions du préfet? Est-ce que le préfet de... D'où on va citer où? Est-ce que le préfet de l'Iguala, la cuvette, peut prendre une décision qui concerne la cuvette sans que Denis là-bas n'ait son mot à dire? Et pourtant, Denis, au niveau où il se trouve, n'a pas les compétences. Même si on doit aller lui demander l'autorisation de faire, mais il n'a aucune compétence pour apprécier l'opportunité. Il est militaire comme mon papa. Mais, oui, il est militaire comme mon papa. Mais ton papa fait l'armée française. Hein? Non, mon père était à l'école. Hein? À l'école de Claire. Il a été enfant de troupe. Et lui, c'est un Mamadou. Qui, mon papa? Non, Denis, c'est un Mamadou. Denis, c'est un Mamadou. Voilà. Mais Denis, vous allez lui demander quelle est l'opportunité d'intervenir dans la Likuala, Nyari ou les plateaux. Même chez lui-même. Mais que voulez-vous qu'il vous réponde? Tout ce que vous pouvez faire. Vous le flattez un peu. Hein? Vous le flattez un peu, dans ce cas il va vous donner l'autorisation, mais si vous ne le flattez pas, il n'a rien à faire. Bon, voilà, ça c'est les départements. On comprend que le préfet n'a pas de véritable pouvoir. Hein? Et en plus, vous savez comment on les choisit. S'il n'est pas dans le PCT ou bien s'il n'est pas de la famille. Le PDG. Voilà. Le PDG. Hein? Voilà, au Gabon c'est le PDG. Si tu n'es pas, si tu n'as pas la main comme ça, c'est difficile de devenir gouverneur, préfet ou sous-préfet. Mais même quand tu es gouverneur, en réalité tu vas au bureau, tu passes ta journée, tu reçois tes amis, et puis le soir tu viens à midi, tu manges, tu retournes le soir. C'est tout. Si le président arrive, tu prépares, tu organises son arrivée. Voilà le protocole, tout ça.
C'est tout. Mais je n'ai, depuis que les gouverneurs existent, ou bien les préfets, je n'ai jamais entendu dire qu'un préfet a pris une initiative pour organiser l'économie de la localité dont il est le responsable. Et je n'ai jamais entendu dire qu'un gouverneur a convoqué les citoyens de cette localité pour voir comment on va planter, est-ce qu'il faut commander des outils à l'étranger. Jamais. Et pourtant, ils sont formés. Ils reçoivent des formations. Ils vont se faire former à l'École nationale d'administration. Donc, ils sont qualifiés. Mais je ne les ai jamais vus prendre ces initiatives. Et j'ai eu des amis qui étaient préfets et tout. Je n'ai jamais entendu dire que ces gars-là, malgré leur diplôme et tout, aient fait ce travail. Donc, j'ai fait un peu le tour. Ça, c'est la subdivision administrative par province du Gabon. Et je me suis permis, j'ai pensé que ça peut être intéressant de... c'est un clin d'œil aussi que j'envoie à mon homonyme. Ça va? Voilà. Parce que Christian et moi, on travaille beaucoup sur la question du bassin du Congo, sur la question de l'intégration. À côté du fédéralisme, il y a la notion d'intégration. Il y a déjà des choses qui ont été faites dans le cadre de la CEAC ou dans le cadre de la CEMAC. Mais, vous savez, jusqu'à présent, les initiatives qui sont prises restent à un niveau, entre guillemets, politique. Ce n'est qu'une affaire de relation d'État à État. Mais le jour où on va mettre en place des institutions fédérales dans nos pays respectifs, mais l'initiative reviendra peut-être au gouverneur. Déjà, on descend d'échelle. Un gouverneur, même du sud du Gabon, peut décider d'aller négocier avec un gouverneur qui est au Cameroun, au nord du Cameroun, ou bien qui se retrouve en RDC. Je ne parle même pas de mon voisin. Hein? C'est même pas mon voisin, hein? C'est mon frère, parce que j'ai entendu dire que l'une des 5 nations, c'était les Échira. Et comme moi je suis Échira, l'affaire est réglée. Voilà. Donc il y a une perspective. Il y a des gens qui ont étudié, il paraît qu'il y a 3 millions d'hectares de forêts denses. Il y a des millions d'hectares de terres arables. Au Gabon, il y a 5,2 millions d'hectares. Je pense qu'au Congo, il y a plus de 6 millions, 7 millions de ce que j'avais lu. Donc il y a des grosses perspectives, mais il n'y a pas d'organisation. Donc il nous faut des organisations au niveau macroéconomique, il nous faut des organisations au niveau microéconomique. Hein? Mais on n'est pas obligé d'attendre que les fédérations se mettent en place. Moi, je suis venu là vous voir, il faut qu'on discute pour voir déjà, depuis la diaspora, ce qu'on peut faire pour le Congo ou bien pour le Gabon. Il y a déjà des initiatives qui se prennent en attendant de mettre en place les systèmes fédéraux. Voilà, j'ai fini et j'espère que la fédération, la fédéralisation nous permettra de sortir de ce qu'on peut appeler actuellement l'économie de rente. Il faut qu'on passe à l'économie de marché ou à l'économie de production ou autre. Et ça, ce sera un autre débat, ce sera le sujet d'un autre exposé. Je vous remercie. Merci bien, mon cher Christian Mondjali, de votre intervention. Oui. Et comme on l'a fait pour la précédente intervention, on va donner la parole à la salle. Pendant ce temps, Mingwa, qui est le dernier intervenant, se prépare. Mingwa va intervenir sur quelle institution fédérale pour une démocratie intégrale au Congo-Brazzaville. En attendant qu'il s'installe, on va poser des questions à notre cher Christian Mayonji. Christian Mayonji. Attention. Oui, je viens. Bon, je suis à votre disposition. Bravo, à la disposition de la salle. Oui, Massamba. Je t'écoute.
Bon, vous savez, c'est comme on dit, il est beau et très éloquent d'écouter un lettré à l'occidental. Parce que nous avons passé, pour beaucoup de notre temps, nous l'avons passé en Occident. Nous sommes venus acquérir la connaissance ici, mais il est aussi prudent de repartir dans la connaissance ou l'enseignement de la forêt et de la savane. Hein, parce que nous reconnaissons que dans la connaissance, il n'y a pas eu interconnexion.